Alors, bienvenue à ce très beau congrès qui s'appelle Convergence, Recherche et Intervention, qui porte justement sur les liens entre la pratique de l'intervention dans le domaine des dépendances, aux substances, aux JHA et aux écrans, et la recherche clinique dans ce domaine. Alors, merci d'être là à ce beau congrès. Je commence en vous disant la bienvenue tout d'abord au nom du RISC. Moi, je suis Joël Tremblay. Je représente le RISC, le groupe de recherche et intervention sur les substances psychoactives. Et le RISC, nous organisons cette journée-là avec 4 autres belles organisations et je laisse chacune les présenter. Bonjour tout le monde, Vincent Marcoux à l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Merci beaucoup d'être tout le monde présent. C'est le fun de voir des visages qu'on connaît, le réseau communautaire, le réseau public, la recherche. On travaille tout le monde ensemble, c'est ça l'important. Là, je viens juste de remarquer qu'il y a juste la photo de Joël. T'es beau, Joël. Non, mais bienvenue tout le monde. Puis aujourd'hui, c'est avoir du plaisir, discutons, jasons ensemble dans les pauses. C'est le temps de se réseauter tout le monde ensemble. Merci et au plaisir. Oui, bien, moi aussi, je souhaite la bienvenue à chacun et chacune. Je suis très heureuse. Je suis donc Karine Bertrand, directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances, l'IUD. Donc, l'IUD est vraiment fière de pouvoir contribuer à l'organisation. Puis, je vous souhaite vraiment un beau colloque et de beaux échanges aussi. C'est le moment de enfin se voir en présence puis pouvoir discuter autour de sujets passionnants. Alors, j'espère que vous apprécierez le beau contenu qu'on voit dans la programmation. Bon colloque. Merci, Karine. Bonjour tout le monde, moi c'est Nadine Blanchette-Martin. Je vous souhaite la bienvenue au nom de, je représente Hermès aujourd'hui en tant que co-directrice clinique. J'espère que vous aurez une belle journée. On a bien travaillé pour que vous ayez du plaisir. Bonne journée. Eh bien, je vais y aller comme la famille. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette belle rencontre ce matin. Bonjour aussi à tout le monde qui sont en ligne. Je crois qu'on a également des participants en virtuel. Bon matin, bienvenue. Alors moi, c'est Sandhya Vadlamoudi de l'Association des intervenants en dépendance du Québec, plus connue sous le nom de AIDQ. Donc, je vous souhaite à tous aussi une excellente journée. Passons donc à la prochaine conférence où j'accueille Dr Marie-Ève Goyer qui n'a pas besoin de présentation. Tu peux venir, Marie-Ève, qui dirige l'ESCODI, groupe fort pertinent ici au Québec actuellement, qui a une très, très belle expertise dans tout le domaine de l'accompagnement des personnes usagères de drogue, entre autres. Et nous aurons à distance, est-ce que l'on voit Jérémy Calicum? Tantôt, d'accord, merci. Donc, Jérémy Calicum, qui dirige un groupe très intéressant qui s'appelle le DULF, donc Drug User Liberation Front, donc qui est un groupe qui œuvre dans la région de Vancouver et qui, avec Marie-Ève, vont tous les deux aborder le sujet du safe supply, donc de l'approvisionnement sécuritaire en termes de substances, évidemment pour éviter tous ces décès si tragiques que l'on constate au Canada. Donc, Marie-Ève, à toi, et ensuite Jérémy, puis on vous écoute. Bon matin tout le monde, ça va pour le son? Super. Oui, parfait. Alors vraiment, c'est un plaisir. Merci d'avoir pensé à moi, de m'inviter. Me demander de parler de ça en 20 minutes, c'est une torture complète. Mais je ferai de mon mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis avant tout un médecin de famille et j'ai toujours travaillé auprès des personnes en situation de précarité, plus particulièrement à Montréal et à l'hôpital Notre-Dame. Plus particulièrement les personnes qui ont une dépendance aux opioïdes, entre autres, sans domicile, comorbidité en santé mentale, et les gens qui s'injectent des substances. Et c'est de fil en aiguille que je suis arrivée donc à devenir un prescripteur de safer supply, d'approvisionnement plus sécuritaire. Oui, c'est ça, hein? On n'est pas sûr. Oui, parfait. Parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement sécuritaire. Il y a un approvisionnement qu'on essaie qui soit plus sécuritaire, donc safer. Et ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, premièrement, je n'ai pas de conflit d'intérêt, c'est de vous expliquer un peu quelle est l'épidémiologie, pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui en conférence d'ouverture, savoir qu'est-ce que c'est, vous parlez au Québec, où est-ce qu'on en est, et déjà des limitations
pour qu'on parle des vraies affaires à la fin et peut-être en période de discussion, les politiques publiques sur les drogues, la criminalisation, la stigmatisation, entre autres. Et donc 20 minutes pour moi, 20 minutes pour Jérémy Dudolphe et un 10 minutes de période de questions où vous serez invité là, à participer si vous en avez envie. Donc, vous l'avez entendu, je suis la directrice scientifique de l'ESCODI. C'est une équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. On est né de projets de recherche sur les opioïdes avec un intérêt particulier pour les personnes qui ne sont pas rejointes dans le réseau de la santé. C'est mon obsession, en fait, les barrières aux soins, comment on peut accueillir d'abord et avant tout les personnes les plus vulnérables dans nos services de santé, dans un principe d'équité. On fait plusieurs choses, mais on a vraiment un mandat pour le réseau de la santé. Et bien sûr, il y a des collatéraux à ça, mais on se cible aux gens qui travaillent dans le réseau de santé. On a un site Internet, si ça vous tente de voir un peu. On a des outils, des webinaires sur divers sujets. On est à l'intersection de la santé publique, l'offre de soins de première ligne, la dépendance, des urgences, de l'itinérance, mais pour ce qui concerne l'approvisionnement plus sécuritaire, on a fait beaucoup d'outils pour les équipes qui en font. Exemple, un guide, comment prescrire, comment discuter de ça avec la personne, les enjeux pour les pharmaciens des fois qui ne connaissent pas l'approvisionnement plus sécuritaire, des outils informatifs, des webinaires, name it, we've got it. Mais aussi peut-être intéressant de dire, c'est vraiment une nouvelle pratique au Québec et à travers le Canada. Et quand on implante une nouvelle pratique, ça nous prend des endroits où on peut en discuter. Donc, on se réunit à peu près une 60aine de personnes à tous les mois pour discuter de cette pratique-là, tenter d'innover puis tenter de raffiner cette pratique-là qui s'implante tranquillement au Québec et ailleurs. Alors, pourquoi on parle de ça? Je vous apprends rien en vous disant que on est vraiment dans une épidémie de surdose liée à l'usage d'opioïdes et à la contamination du marché illicite. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. On est à plus de 30 000 morts. C'est des décès réguliers. On en entend parler toujours. Bien sûr, nos collègues de l'Ouest ont ouvert le bal. Il y a une surmortalité dans l'Ouest, mais... Excusez-moi. C'est quand même intéressant de dire qu'on est à 40 décès par mois au Québec. J'utilise toujours un exemple un peu bébête, là, vous me pardonnerez, mais le jour où on va être à 40 décès de rougeole ou de méningite au Québec par mois chez des jeunes de 30 ans, ça va être le branle-bas de combat. On sait qu'on est capable de le faire. Quand la COVID est arrivée, on a restructuré notre réseau, on a tout changé de A jusqu'à Z dans le réseau. On est capable, mais pour certaines personnes qui décèdent à raison de 40 décès par mois, bizarrement, on ne le fait pas. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des choses derrière, comme la stigmatisation et le fait que peut-être qu'on n'est pas tous égaux devant la santé. C'est quand même quelque chose qui a cours depuis de nombreuses années. Quand je présente ces diapos-là à des médecins, ils tombent par terre. On ne connaît pas ces données-là. Elles existent, elles sont là, et pourtant, les choses stagnent. Alors, on est rendu à un niveau de contamination du marché illicite, spécifiquement en territoire montréalais, que je n'ai jamais vu dans les 15 dernières années de ma pratique, c'est-à-dire que consommer n'importe quelle substance sur le marché illicite de façon récréative ou régulière, c'est une roulette russe. Entre ce qu'on pense consommer et ce qu'on consomme réellement, il y a vraiment deux mondes, toutes substances confondues, raison pour laquelle on recommande d'offrir l'analoxone à n'importe qui consomme sur le marché illicite. Nos jeunes, nos vieux, nos avocats, tout le monde, parce qu'on a vu apparaître non seulement des nouveaux opioïdes, fentanyl, carfentanyl, isotonitazène, xylazine, on peine à suivre au niveau du réseau de la santé et des dépistages les nouvelles substances. Et plusieurs de ces substances-là sont des substances inexistantes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les produire au niveau de nos pharmacies, on ne les connaît pas en pharmacie ou en médecine. On voit arriver aussi des designers benzo, des benzodiazépines produites uniquement sur le marché illicite, et donc des intoxications et des sevrages très atypiques qui sont très, très loin de ce qu'on voyait jadis. L'autre phénomène qu'on voit plus dans ma pratique, bon, les décès, les surdoses, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais aussi
une tolérance augmentée. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant, quand je donnais 200 de méthadone à quelqu'un pour traiter sa dépendance aux opioïdes, c'était très, très rare. On se posait des questions, est-ce qu'on traite vraiment la bonne chose, qu'est-ce qui est en train de se passer? Maintenant, je peux donner 200 de méthadone, plus d'autres choses, plus d'autres choses, plus d'autres choses, et je n'arrive pas à rencontrer la tolérance qui est générée par une consommation régulière de quelque chose d'aussi puissant comme du fentanyl. Alors, c'est de ce constat-là qu'est né le fait qu'il faut retirer au plus sacrant tout le monde du marché illicite. Les gens décèdent, ils augmentent leur tolérance, ils ne vont pas bien. Il y a un objectif de santé publique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir au plus vite le retrait du marché illicite? De là, l'apparition de l'approvisionnement plus sécuritaire, le safer supply. Vous verrez peut-être des mots aussi comme pharmacothérapie de remplacement. C'est peut-être même le vrai mot qu'on devrait utiliser, puis je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes. Le principe derrière ça, et ça c'est notre définition un peu plus québécoise, c'est pas la définition probablement que vous allez entendre de CAPUD ou de d'autres organisations, puis c'est bien correct, cette définition-là est en mouvance, mais ce que vous voyez en fait, les principes généraux, juste pour que vous puissiez vous faire une tête, c'est que l'objectif, c'est de remplacer les substances psychoactives qui sont achetées sur le marché illicite par des substances pharmaceutiques. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, c'est stable, on peut le prescrire. Et là est la discussion, on pourra l'avoir après, est-ce qu'on est dans du traitement, puisque je suis en train de vous prescrire quelque chose de pharmaceutique, ou est-ce qu'on est dans autre chose? Et si on est dans autre chose, ben l'objectif est différent. La vision, c'est une vision de santé publique, retirer la personne du marché illicite, faire en sorte qu'elle ne décède pas, réduire la mortalité, la morbidité, ou traiter la personne. Et là, la ligne est mince, puis on y revient. Alors, est-ce qu'on parle d'approvisionnement plus sécuritaire ou, des fois en anglais, on fait du funky oat. Le TAO, c'est le traitement agoniste opioïde, donc la méthadone, le Cadian, la Suboxone, ce qu'on donne habituellement. L'approvisionnement plus sécuritaire, ben normalement, on viserait un public large, on veut remplacer les substances, on veut que n'importe qui y ait accès, peu importe s'il y a des objectifs de traitement ou pas. Alors que quand on fait du traitement agoniste opioïde, ça prend un docteur, ça prend une discussion, il faut avoir accès à un médecin, bonne chance. Il faut que votre médecin veuille vous en prescrire, double bonne chance. Ben, on est vraiment dans un petit nombre de personnes rejointes, mais aussi on est dans une logique individuelle. Je te traite. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi le plan de match? Où est-ce qu'on s'en va? On ne peut pas s'en sortir, les équipes cliniques. On veut que les patients y aillent mieux. On veut des objectifs de traitement. Approvisionnement plus sécuritaire, à la limite, l'objectif, c'est tu es en vie, tu ne consommes plus sur le marché illicite, ça peut s'arrêter là. Difficile à faire comme changement mental quand ça fait des années qu'on est dans une logistique de traitement, une logique de traitement au niveau médical. Et ça vous montre aussi, ici, il y a consommation de substances illicites. On est dans une panoplie d'objectifs possibles. Peut-être que l'objectif numéro 1, c'est retrait du marché illicite. Après ça, c'est peut-être on arrête de s'injecter, mais on continue de consommer. Après ça, peut-être qu'on consomme une journée sur 2. Après ça, peut-être qu'ici, vous avez des objectifs psychosociaux. Peut-être qu'on est capable d'avoir un peu plus d'argent pour se payer un logement, pour avoir une réinsertion sociale, arrêter les incarcérations. Vous voyez qu'on est très, très proche des objectifs de réduction des méfaits usuels qu'on utilise avec nos personnes. Je vous remontre où est-ce qu'on est rendu aussi en termes de traitement de la dépendance aux opioïdes. Ça a beaucoup changé dans les dernières années. On a plusieurs molécules. La méthadone, la buprenorphine, on a des injections. Les implants, ce n'est plus vrai. Malheureusement, ça a été discontinué. On a des injections de buprenorphine au mois. Les gens n'ont plus besoin d'aller en pharmacie tous les jours. On a le Cadian. On a des traitements agonistes injectables. On a fait des essais à Relais, où est-ce que je travaille, avec l'héroïne médicale et l'hydromorphone. Et vous voyez qu'ici, on a l'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, dans les faits, ce qu'on voit actuellement au Québec et presque partout au Canada, c'est que les gens ont un traitement et on rajoute de l'approvisionnement plus sécuritaire, soit au début, quand la personne n'est pas confortable pour éviter qu'elle aille se chercher des substances sur le marché illicite, ou soit de façon concomitante. Tu as de la méthadone pour ne pas être trop inconfortable, mais tu as aussi
des comprimés d'hydromorphone que tu peux t'injecter pour les moments où tu désires t'injecter. C'est majoritairement partout au Canada. Au niveau de l'approvisionnement plus sécuritaire, premièrement, c'est presque exclusivement des opioïdes qui sont prescrits et presque exclusivement des comprimés d'hydromorphone, mieux connus sous le nom de dilodide. Donc, des dilodides 4, des dilodides 8, c'est habituellement ce que vous allez voir. Oui. Oh, merci. Alors, c'est ce que vous voyez ici. On a fait un premier sondage avec mon équipe et ce sondage-là va se répéter de façon annuelle pour essayer de monitorer un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est prescrit, qu'est-ce que c'est les enjeux. Je porte à votre attention que comme il y a eu un excès de surdose au niveau des opioïdes, c'est ça qui a été prescrit. Mais la logique peut se valoir pour toutes les substances achetées sur le marché illicite. Pourquoi je remplacerais le fentanyl, l'héroïne par mes prescriptions et je ne remplacerai pas les stimulants ou les benzodiazépines. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que de plus en plus, il y a d'autres molécules qui vont être prescrites pour essayer de remplacer ce qui est consommé sur le marché illicite. Mais de façon très majoritaire, c'est du dilodide à courte action qui est la molécule la plus prescrite. Avec des doses, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais entre 50 et 93, c'est sûr que moi, je sonne à toutes les cloches du Collège des médecins puis de tous les ordres professionnels quand je prescris ça, parce qu'on se fait dire tous les jours, les médecins, vous savez d'où on vient, ne prescrivez plus des opioïdes, c'est dangereux. Et là, de l'autre bout du spectre, nous, on est là puis on ouvre la valve avec des mégadoses. Donc, on est vraiment dans une dichotomie un peu complexe actuellement avec nos ordres professionnels. C'est quoi les principaux bénéfices rapportés? Et vous voyez de plus en plus sortir les études. Quand on a commencé, on était vraiment en terrain mou, mais heureusement, on a des publications qui sortent presque toutes les semaines actuellement. Je pense que la principale chose qui est intéressante pour nous, c'est de voir, on voit des nouvelles personnes. On voit des gens qui ne sont pas intéressés par les traitements usuels, mais qu'on attire avec cette nouvelle offre-là de services. On ouvre un discours véritable avec les personnes. On arrête de se mettre la tête dans le sable et de dire il faut plus que tu consommes, c'est mal consommé. Qu'est-ce que tu consommes? De quoi tu as besoin pour être confortable? En as-tu assez? Au début, même les usagers avaient de la misère à avoir cette discussion-là avec nous. Ils étaient comme, qu'est-ce qui se passe? On ouvre une conversation réelle sur les besoins et les enjeux et où est-ce que tu es dans ta vie et de quoi tu as besoin pour aller mieux. Donc, meilleure attention en traitement, réduction des surdoses. On voit même chez nos collègues ontariens une réduction des infections associées à l'injection quand on a des comprimés qui sont des comprimés pharmacologiques. Donc, plusieurs bénéfices qui semblent associés à ça. Diminution des surdoses, diminution des transports hospitaliers, diminution des visites à l'urgence, rétention en traitement. Et là, on en discute dans une minute, c'est sûr que ces molécules-là sont prescrites dans des endroits, par des prescripteurs. Qui sont ces prescripteurs-là? Ce sont habituellement des médecins ou des infirmières praticiennes spécialisées qui sont déjà dans des équipes de traitement. Donc, la barre est mince, la ligne est mince, et on peut offrir tout le paquet de services qui vient habituellement avec nos traitements. Est-ce que tu as besoin d'aide pour tes impôts? Est-ce que tu as besoin d'aide au logement? Est-ce que tu veux qu'on traite ton hépatite C, ton VIH, tes problèmes de santé mentale? Donc, tout ça peut venir, si la personne le désire, avec un paquet de services. Les enjeux soulevés, on ne remplace pas vraiment la vraie affaire. On ne remplace pas l'héroïne, on ne prescrit pas d'héroïne, on ne prescrit pas de fentanyl. En marché montréalais, du moins c'est moins vrai ailleurs, c'est ça qui est consommé. Donc ce qu'on peut voir, c'est des gens qui pourraient revendre leurs comprimés, soit pour gérer le fait qu'ils ont besoin d'argent, la pauvreté, on gère la pauvreté avec de la prescription, ou parce qu'on n'est pas en train de vraiment remplacer la molécule comme il faut. Vous allez en entendre parler beaucoup de la diversion. On pourra en reparler dans la période de questions. C'est un peu ce qui est utilisé par les détracteurs de l'approvisionnement plus sécuritaire, mais ce sont évidemment des arguments qui ressemblent à ce qu'on a entendu quand on a ouvert les services d'injection supervisée, qu'on a commencé la distribution de seringues. Donc, il y a des craintes associées à ça qui ne sont pas tant basées sur la science pour l'instant. Alors, les limites du modèle actuel,
On a fait, à la clinique où je travaille, on a une très grande majorité de nos patients qui bénéficient de l'approvisionnement plus sécuritaire, une réflexion éthique qui incluait les personnes en traitement, qui est disponible là, sur Internet si vous le souhaitez. J'ai mis toutes les références et je rendrai mon PowerPoint disponible. Et c'est un peu basé sur ça que je vous parle des limitations. On est dans un objectif, en théorie, de santé publique. On veut rencontrer le plus grand nombre de personnes pour prévenir les surdoses, mais c'est fait par des médecins et des prescripteurs qui sont un très petit nombre, et un très petit nombre est confortable d'aller là. Fait que finalement, on donne un objectif de santé publique sur des épaules de gens qui sont des personnes qui sont habituées à faire du traitement et qui sont très rares au Québec. On peut pas faire de la santé publique puis déployer des effets de masse quand on rencontre 25, 50 ou 100 personnes par mois ou par année. Alors, on a vraiment un impact très petit, alors que l'objectif, ça serait de rencontrer toutes les personnes qui consomment sur le marché illicite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit des personnes chez qui cette prescription-là est utilisée pour pallier au fait qu'il y a un manque monétaire. On est en train de répondre à un déterminant social de la santé qui s'appelle la pauvreté par une prescription de médicaments. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'attarder aux causes racines à la place? Il y a des enjeux de sécurité, c'est une nouvelle pratique qui n'est pas très bien balisée encore. Les prescripteurs se sentent mal à l'aise et souvent on n'est même pas capable avec nos prescriptions d'en prescrire assez pour que la personne puisse complètement arrêter. Jusqu'où je vais aller? Est-ce que je vais prescrire des milliers et des milliers de milligrammes pour rencontrer la tolérance au fentanyl? Je ne remplace pas vraiment la vraie molécule. Pourquoi est-ce qu'on ne prescrit pas alors de l'héroïne ou du fentanyl? Ce qui commence à se faire par certains de nos collègues en Colombie-Britannique. Et au bout de la ligne, c'est une solution médicalisée. On a mis sur les épaules de prescripteurs la prescription de substances pour éviter que les gens aillent sur le marché illicite. Est-ce que ça tient vraiment la route? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? C'est pour ça que Jérémy va venir vous parler de d'autres modèles actuellement, parce que c'est évidemment un modèle très, très limité. Il faut que vous ayez accès au docteur, il faut qu'ils veulent vous le prescrire, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils vous en prescrivent assez, il faut que ce soit la bonne molécule. Vous voyez très rapidement, on fait porter sur le dos de prescripteurs un enjeu de criminalisation de certaines substances. Alors, peut-être qu'on peut se parler des vraies affaires. Les vraies affaires, c'est la criminalisation des substances. Tout ça vient du fait qu'on a choisi que certaines substances seraient légales et d'autres non. D'où viennent ces choix? Ce sont des choix, vous le savez mieux que moi, historiques, culturels. Et comme médecin, ce que je peux vous dire, moi, c'est que mon unité de dépendance à l'hôpital Notre-Dame, elle est pleine de personnes qui prennent de l'alcool. Puis mes lits de cancer là à l'hôpital, puis mes lits de médecine générale, ils sont pleins de personnes qui fument la cigarette. Ce sont des choix sociaux qu'on a faits. Et je pense que c'est important qu'on ait cette discussion-là parce qu'actuellement, il meurt des personnes jeunes et autrement en santé tous les mois. 40 patients par mois. Ce statu quo-là, il n'est pas neutre. Ce statu quo-là, il est complexe, bien sûr, mais en ce moment, on le voit, les conséquences de ça. On a un exemple récent qui s'appelle le cannabis, qui a induit beaucoup de craintes, mais on voit quand même que tout d'un coup, les gens savent ce qu'ils consomment, peuvent faire des choix éclairés, peuvent décider du ratio de THC, de CBD qu'ils consomment. Et les revenus de la vente du cannabis sont réinjectés dans l'État. Demandez-vous pas pourquoi. Maintenant, on a un petit peu plus de sous pour faire des programmes, soutenir les personnes, aller là où les gens ont besoin. Donc, il y a vraiment une réflexion, je pense, à avoir et de se dire, jusqu'où effectivement on va aller, jusqu'où on va prescrire, jusqu'où on va se cacher la tête d'ensemble et de me reléguer à moi de décider quel patient mérite d'avoir de l'approvisionnement plus sécuritaire. Il mérite quelle dose? Ah, mais je donnerai pas telle substance. C'est pas un rôle que je souhaite jouer. Je vais le jouer tant qu'il y aura pas d'autre chose pour protéger le plus de personnes. Mais j'ai un accès très limité à un très petit nombre. Donc, il y a une réflexion beaucoup plus globale, je pense, qui s'impose dans le contexte actuel.
Merci beaucoup, Dr. Goyer, pour cette excellente et vraiment intéressante présentation. Restez avec nous. On écoute maintenant Jeremy Carlicum de Vancouver qui va nous parler. On va l'afficher, je crois, à l'écran. Il y a une traduction simultanée qui va être diffusée dans la salle. Donc, dans la salle, vous allez entendre le français, la traduction simultanée. Comme vous avez reçu un courriel à ce sujet-là, si vous souhaitez écouter la version originale de Jeremy, vous devez vous brancher via votre téléphone sur la présentation de type webinaire, mettre vos écouteurs et choisir la version anglaise si vous voulez écouter. Dans la salle, vous entendrez la traduction simultanée de la conférence de Jérémy. Si vous cherchez le site web, vous allez sur le lien web, vous allez sur le site web de l'Institut universitaire sur l'indépendance. Sinon, vous sortez rapidement, vous allez chercher le code QR qui est sur des petits papiers affichés à l'entrée, vous scannez le code et ça vous emmène directement vers le lien. Alors, place à Jeremy Carlicum. Est-ce que ça va pour la technique? 30 secondes qu'on nous dit, ça vous donne le temps de vous brancher si vous voulez l'écouter dans sa langue d'origine, l'anglais. Petit moment de stress dans l'équipe technique, pression artérielle élevée. Ah, voilà, je pense qu'on voit Jeremy. Hi, Jeremy. Happy you are here. Hello, can you all hear me? We hear you. Okay, then I'll just get going then. So my name is Jeremy Carlicum, and I'm the co-founder of a group called the Drug User Liberation Front. I'm also a master's in public health, and today I'm going to be presenting to you all the kind of project that we've been working on called community-led compassion clubs. And this is what we believe is the next logical step in harm reduction, as well as a few other kind of useful framings for this sort of intervention that overcomes a lot of the problems that we're seeing with other responses to overdose, as well as to organized crime and public safety. So the first thing is who is the Drug User Liberation Front, and kind of why are we here and where did we come from? And the Drug User Liberation Front is it's a registered nonprofit in British Columbia. So we are a real organization that does things and is accountable and does all the tax things, administrative or whatever need be. But first and foremost, we're a grassroots group that's dedicated to providing tangible responses to the overdose crisis. And we formed in response to the overdose crisis that was declared in BC and raged on for 4 years. So we started in 2020 after the overdose deaths in our province reached an all-time high. And this was right before, or kind of right when COVID hit, when we just decided that we'd had enough and that we were going to take real action to kind of implement the suggestions that were coming out of world-leading institutes, that we needed something like compassion clubs that breaks free from all the other sort of limitations of other models trying to address overdose. So this situation that we were in continues to be very, very dire. And first and foremost in that the kind of introduction of incredibly potent opioid analogs like fentanyl and carfentanil had been cut into the drug supply in BC starting in what most say was 2014, and the overdose emergency was declared in 2016 in British Columbia, and that's a legislative tool that the provincial health officer has to take extraordinary measures in times of emergency. And so this probably should have been declared emergency much before. And kind of thinking in the context of public safety, it's no secret that the illicit
drug market fuels organized crime and public disorder, and results in very horrible health outcomes for people who use drugs and are exploited in this market. So we have all that stuff going on in the background, and then with the introduction of these very potent opioid analogs, the unpredictability of the drug supply led to a catastrophic increase in overdose deaths. And kind of thinking about solutions that had happened in the past, and it's no big stretch to make these comparisons. Obviously, there's differences, but taking lessons from the kind of the prohibition of alcohol and the prohibition of cannabis, and the changes that happened when those were regulated and kind of brought under the umbrella of something that we're going to make sure that people have access to, a quality supply of these things. We saw a lot of positive outcomes come. I mean, you're not really seeing people dying from methanol poisoning in their alcohol anymore, and that's certainly something we could see in the supply of opioids, or the kind of illicit drug supply as well. And it'd be not good to mention that also in this is that there's challenges of addiction that I don't think should be downplayed, but definitely need to be weighed against the catastrophic amount of death that is happening. So this is just kind of a graph demonstrating what was happening in BC. And in 2016, on the left side, you can see this is where the public health emergency was declared in British Columbia. And then to the end of 2022, we see that those numbers have more than doubled, and this situation has only gotten worse. When ideally we should have been kind of throwing everything we could to try to stop this public health emergency, which we did not, and things only got worse. So we can see that in BC in 2022, that most of the people who were dying were male. They were between the ages of 30 to 59, and mostly dying at home or inside, with minority dying outside. And the rate of people dying was 43.1 per 100,000 people in British Columbia, which is extremely high. Here's something that I was kind of alluding to earlier, and this was that the unpredictability of opioid potency is kind of driving these overdose deaths. So this is data that came from the BC Centre on Substance Use, and what we have is this kind of line on top, which is the monthly median fentanyl concentrations, and you can see that it kind of dips and goes up throughout this year, 2019 and 2020, and you can see that it actually mirrors the overdose deaths, which are these lines on the bottoms, pretty well, which is suggesting that as the kind of median fentanyl concentration goes up and down, you're not able to tell how strong the drugs that you're using in the illicit market are. And this is driving death. So when the concentration goes down, less people are dying, because even though they don't know, it's on average less potent. But when it goes up, people don't know it's going up, and they unfortunately die. And this is kind of same chart again, but only on the bottom we have the monthly variance. So the kind of actual unpredictability of the span between largest and lowest, and that's an oversimplification of variance, but for the purposes of this. And you can see that as soon as COVID hit, so this is this red dotted line, the variance shot up, and this is when we also saw overdoses shoot up as well. So kind of driving home the need to have some sort of regulation or some stabilization, at least in the opioid supply, specifically with fentanyl. We'll see if it ever happens, but should reduce overdose deaths. So not to say that there's not been any responses to the overdose crisis in BC and to try to address addiction, and that was gone over by my colleague in the previous presentation pretty well. But there are real limitations to these approaches, and the kind of thing that many people harp on is that OAT is what's going to help a lot of people, and it really does. But there's real problems with it in terms of adherence and retention in opioid agonist therapy. Many people who start it don't stay on it.
and for longer than a year, it's not appropriate for people who are using different substances, or people who are in use patterns that aren't super chaotic, or people who use recreationally. There's a lot of stigma and reluctance to go on OAT. So, some people have tried to go on OAT before, like Suboxone, and gone into precipitated withdrawal and won't ever touch the stuff again. I've had lots of conversations with people like that, trying to get them into OAT, and they simply will not try it again. The things that are really great are overdose prevention sites and naloxone, but the problem is these are real kind of downstream responses that are just trying to mitigate the overdoses that are happening, and there's problems with kind of overdose prevention sites in terms of capacity, and that every person won't use an overdose prevention site every time. In fact, most people won't use overdose prevention sites, and if they did, there certainly wouldn't be enough spots to fill them. In Vancouver, where you go to an overdose prevention site, and sometimes you're waiting hours in line to get in. So these are some of the same limitations we're seeing with drug checking, is that people won't get their drugs checked every time, and if they did, there would be nowhere near the capacity to meet that. And when you kind of really dig into different drug checking technologies, at least in BC, we use FTIR. And it's a kind of crude chemistry tool, and the analysis that it does on the substances isn't enough to be able to tell people exactly how potent their opioids are. So it's good for things like cocaine and MDMA and other drugs where you're not trying to determine the kind of exact percentage or potency of something, but for responding to the overdose crisis, it really doesn't meet the bill. And there's potential for exploration of more sophisticated technologies, but those are very, very expensive and pretty hard to use, and the scaling gets even worse. Then, of course, we have recovery, detox, and abstinence. I'm sure we're no strangers to the limitations of that. Not to say that these aren't very important, but there's limited applicability. People who use recreationally don't need to go into recovery or abstinence, or people who have obligations with work and family who aren't able to go into these programs without risking their families or risking their jobs. Which is horrible, and the success rates of these programs aren't great, but for the people who it does work for, it can work very, very well. And then, of course, we have the medicalized pharmaceutical alternatives, and we talked about the limitations about that earlier, but prescriber willingness is a big limitation. Willingness of people who use drugs to engage in this system, kind of limited to more or less low potency opioids that don't really replace the drugs that people are actually using. And we have a whole document on our website that goes over all this stuff if you want to dig into it more. But essentially, we knew we couldn't wait. Things were really, really bad, and the responses that were going on, weren't enough and would never be enough. And we were watching things get worse and worse with new drugs coming into the opioid supply, like benzodiazepines, and whenever carfentanil would come through the market, it would create kind of wakes of death as it came through. And the politicians and the general public really seemed not to care, at least not enough, to make some real changes. So that's when we decided that we needed to do a compassion club. And essentially, what a compassion club is somewhere where people can get drugs where they know what's in them and they're not going to be exploited, financially or any other way. Just basically something there that will just help people get what they need so they know what they need, and ideally not break the bank. So basically, there's different ways you can kind of conceptualize these or what the important kind of aspects of a club like this would be, and these are just the sum, where compassion clubs can act as a quality control checkpoint. So acting between the dealer and the consumer in bulk, so it kind of addresses the scaling issues of drug checking, where you can test a lot of drugs at once to make sure they're good. So people don't need to check their drugs every time. Of course, they should check them whenever they want, but they don't necessarily need to. The second really important aspect is, clear and accurate labeling. So people know exactly what's in their drugs every time they take them, because it's right on the package, like you would with, any other pharmaceutical or any other sort of drug you should be taking, or anything you should be eating. You should know what's in it, or consuming.
It's also can act as a community hub, ideally where people can come in, they can get connected to other services, get connected to community, and then kind of less important than overdose, but still very important. It increases the consumer power to be able to negotiate and get cheaper prices for their drugs and demand higher quality, which is things that we've been seeing from our Compassion Club. And this is important, but different population, different stakeholders think has varying importance. But being able to divert funds away from organized crime or kind of networks of crime, taking money away from them, I think acts as a kind of big benefit to society as a whole. So if we're able to take consumers away from the illicit market and bring them into a place where they can buy it, where they're not, those funds aren't going into the black market, that's great. Or even if they're paying less, or leveraging their consumer power to pay less to organized crime, that's still good. It's not ideal, but it's better. So when we started this, we had to we asked for permission to buy drugs from pharmaceutical companies or to get diverted drugs from seizures, or somewhere where we could get a reliable source of drugs and not have to pay into the illicit market. But those requests were denied. So we had to do it ourselves, and we had to buy the drugs off of the illicit market, and we partnered with universities in British Columbia who send these drugs to, and they would test them with their full lab equipment to make sure that what we thought was in the drugs is actually what was in the drugs. And then we got rolling. Once we had enough drugs, we got rolling on doing the club. And there's kind of 5 kind of important points to our club. And the first is membership, deciding who gets access. And it's very important to us that we weren't giving access to drugs to people who don't use drugs. And whether or not we should do that is a case for debate, but certainly in a kind of piloting, we want to make sure that it's only people who are already using drugs who get access to them. So we partnered with local groups of people who use drugs, who were known to have used drugs for a very, very long time. And we said, send us people who you think would benefit off this, or who would want to be on this. And as long as they were over 18, someone who we knew used drugs, and was close enough to be able to access the store, we put them on as eligibility, and then we brought in the first cohort of 20 people. Then we subsequently brought in 20 more people, and then 10 more people. So right now we're sitting at 50 people. So that's a membership assessment, and then we kind of did a raffle to decide who got into the club. Then we did the second part is continuing to get drugs. So we continue to need to navigate the illicit market and buy substances and test them. And that we proved that we're able to do that, but it would be much more ideal to be able to buy them from a pharmaceutical company and not have to go through all the hassles of trying to navigate this market. And the way that we've been able to do this so effectively is that we've been leveraging the dark web, or the dark net. So it's essentially a place in the internet where drug dealers can sell things, and you can use cryptocurrency to buy them. And there's some kind of harm reduction stuff that's baked into that, like the ability to leave reviews and try to get your money back if you get bad drugs, which we've been able to do when we've gotten batches of bad drugs and been able to get our money back. So increasing more power to the consumer. Again, like I mentioned previously, the quality control aspects of it. So when those bad batches come in, we're able to absorb that cost, or kind of spread it out, or find ways to make sure that doesn't happen. And when it does happen, that it's not people don't have to use it. They aren't left with no other choice but to use it. We'll find alternatives for them. And finally, the packaging and labeling is a very important component, so people can know exactly what's in it. And then I have those on the next slide. And then distribution. So making sure that we have a infrastructure that works for people to be able to come in. So we have a store where people can come in and they can knock. We'll make sure that they're in the club, and then they can come in and they can buy up to 7 grams per day or 14 grams per week of each substance. So these are some of our labeling that we did. This is kind of our first generation labeling. We have a new labeling now, but essentially it says what's on it, what's in it, has the risks, says it's very addictive, keep away from pets, keep away from children, and that is not for sale.
and it's super simple, and we modeled it after things that are on government controlled things like tobacco products or pharmaceuticals or food, but we tried to keep it as plain as possible so as not to entice people. This was our first plan, and sorry it's all in English and it's kind of cluttered, but the main takeaway from this is that we have an evaluation plan, and we've had an evaluation plan from the very start, and we've been implementing that. So when people come in the club, we do a baseline interview with them to see what their substance use habits are like, see what their involvement's like in crime, how often they're overdosing, and how much they're spending on drugs. And then we do an interview every 3 months to see how those things are changing. And then if we see those changes, or if we don't see those changes, we're able to kind of extrapolate to see what these impacts potentially are on a wider scale, and if it's appropriate to expand our project. So what we're seeing, these are just some selected results. So we have 50 participants. We're seeing very high retention compared to Jeremy, yep. We'll have 1 or 2 minutes just to close, please. Yep, thank you. You got it. We have 80% retention at the 6-month interval. We've seen 0 overdose fatalities in our groups, and we're seeing an 18% reduction in total overdoses. We've seen $80,000 diverted from the illicit market by kind of reducing the prices of drugs. Most drugs are reduced by about 50%, and we're seeing most people being less involved in crime, less likely to experience physical assault, and less likely to have police contact. So, what we're seeing is that when people have to pay for their drugs, it's seeming like diversion is not a huge issue. Unfortunately, we're seeing that heroin's not a big substitute for fentanyl, and if we want to really address the fentanyl issue and overdose, we need to have fentanyl. Relying on the illicit market is incredibly difficult and unsustainable for scalability, but hopefully we won't have to stay with it, and that potentially compassion clubs can act as a response to organized crime. I have a few other slides, but they aren't super important. That's the meat and potatoes of it. And if you want to follow our work, here's our kind of tags on social media. Merci beaucoup, Jeremy, pour cette excellente présentation, vraiment innovant et fort intéressant. On a donc 8 minutes à peu près pour une petite discussion. S'il y en a qui veulent poser des questions, aller au micro, intervention, vous êtes les bienvenus. Jérémy et Marie-Ève pourront entrer dans la discussion. Serge. Merci beaucoup. Ce sont 2 initiatives vraiment fantastiques. Il faut avoir ces approches de réduction des méfaits pour l'ensemble des drogues. Le problème, Marie-Ève, tu le mentionnais très bien, c'est actuellement les prescripteurs, ce sont majoritairement des médecins, mais une minorité de médecins ou des infirmières cliniciennes, et ça, c'est pas suffisant. Et à la fin de ton exposé, tu disais, tu laissais entendre qu'il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est probablement au niveau de la décriminalisation ou la légalisation. Moi, je suis pas favorable à la décriminalisation. Je pense qu'il faut aller directement à la réglementation, à la légalisation des produits. Et je pense que Jérémy présente vraiment une sorte de légalisation de facto, un modèle qu'on pourrait suivre. Parce que le problème que je crains avec la réglementation, c'est que le gouvernement dise, OK, on va mettre ça dans les mains des médecins et on va avoir le même problème que tu as exactement actuellement avec le Safer Supply. Il faut, je ne sais pas comment le dire, mais il faut enlever le pouvoir seulement au niveau des médecins et le mettre pour l'ensemble des gens. Et je félicite Jérémy pour ce projet. Et toi aussi, Marie-Ève. Merci. Je ne sais pas, Jérémy, si tu veux ajouter quelque chose, mais tout à fait d'accord avec toi, Serge. C'est vraiment un mandat qu'on ne peut pas porter sur des épaules médicales. C'est cette tendance-là, je pense, qui est une protection politique, là où ça prend beaucoup de courage politique d'aller jusque-là, mais effectivement, imaginez s'il faut que vous veniez me voir pour avoir accès à votre alcool à tous les vendredis, comment ça va être compliqué longtemps. Ça me tente pas de gérer ça pantoute. Mais c'est là qu'on est.
Et je pense quand même qu'il faut se rappeler qu'il y a un postulat de base là, qui est discutable, qui est l'alcool, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'enjeu, et d'autres substances, c'est dangereux, c'est mal et il y a des enjeux. Je pense qu'il faut réfléchir de façon beaucoup plus large, et c'est sûr que tant que ça va être... c'est vraiment un court-circuit politique de dire « Ah, ben on va faire porter ça par les médecins, ça va rassurer la population générale, il va y avoir une évaluation médicale. » On n'y arrivera pas. C'est un enjeu sociétal, la consommation de substances psychoactives qui ne peut pas être portée par des prescripteurs. Si c'est porté par des prescripteurs, c'est du traitement. C'est bien aussi le traitement, j'en fais tous les jours, c'est parfait. Mais comme Jérémy l'a dit, c'est pour une très petite minorité de population que ça convient. Jérémy, merci. Jérémy? Yeah, I think you did a really, really good job, and I completely agree. I think what it really comes down to is conceptualizing what we're trying to do. And the point that I really agree on is if it's treatment, go ahead, like toss it on the doctors. That's their job. Like go ahead. I wouldn't feel bad for a doctor for having to do treatment, but when we're trying to do things like replace the illicit drug supply, that's not treatment. That's a regulation thing. And that's something that should be done by stores and nonprofits and community groups. So, ultimately, it's a bad idea, and it won't work if you try to shove that onto doctors. So, advocacy is gonna help speed that up, but ultimately, I don't know. I guess we're just gonna have to wait and see it fail because it will fail. Merci beaucoup, Jérémy. Autre intervention? Oui, Youssef. Bonjour, Youssef. Bonjour. Puis, ma question serait pour Jérémy. Est-ce que c'est mieux que je la pose en anglais ou en français, vous pensez? Excellent. Jérémy, d'abord, merci beaucoup pour le courage de mener un tel projet au BC. Ma question serait en lien avec des nouvelles que j'ai lues d'un monsieur qui a ouvert un magasin début mai au BC, où il vendait 100 mg d'MDMA, il vendait des rushs d'héroïne. Puis, il a été arrêté 24 heures plus tard. Donc, je me demande comment est-ce que vous, de votre côté, vous arrivez à naviguer là-dedans. Puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme lui qui pourraient être soutenues pour maintenir justement un tel magasin? Yeah, that's a good question, and I think it's important to contextualize what we did in the kind of broader drug user movement. Is something that's been happening for a long time and has a long history of doing these actions, like being the first to start overdose prevention sites. And I don't know Jerry Martin, and Jerry Martin didn't reach out to us before he did his action. And I'm all for a martyr, that wants to nail themselves to the cross and be the one who takes the fall. But the actions that we need to do need to be strategic. And I think that was a big problem with what Jerry did, is that it wasn't strategic, and he set himself up to fail. And I don't even know if he has a good case. I hope that he does, and I hope that he wins. But if people go and they do stuff that's not well planned out, isn't clearly for public benefit, it's going to be hard and potentially cause harm. So I would really suggest that if people are going to do things, that they work with stakeholders who are already involved in this field, so as not to make missteps. So before we did what we did, we worked very hard. We worked for nearly a year making sure that everything was conceptualized, and we had all of our boxes ticked, and that everything was going to work, and that if we got arrested, we had lawyers. And the first time we did an action, we had lots of people there, and so that the VPD or our local police wouldn't arrest us, and they didn't arrest us. We started small by doing giveaways, and then we transitioned to a store. And I think also what's a big part of this is ours is for nonprofit. Jerry Martin was selling for a profit in his store, which I have no huge qualms about that, but as something that's meant to be kind of a public health
initiative. Selling for a profit isn't really, it's not the time for that. Maybe one day, but certainly, as we saw, he got arrested. So before we did our actions and opened our store, we actually reached out to the police and told them exactly what we were doing and where we'd be doing it and how we'd be doing it, and explaining why we thought it was a good idea and why it was a public health measure. And they actually, you know, they didn't support us, but they weren't opposed, which is kind of the best we could have hoped for from the VPD. So I think transparency is incredibly important. That's what we've strived for in our organization, is being as transparent as possible. In fact, you can go onto our kind of fundraising platforms and you can see what we're spending all of our money on, which is cryptocurrency to buy drugs. But that's it. I think that's all I got. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, c'est très apprécié. 15 secondes, mot de la fin, Marie-Ève? Oui, ben, j'ai juste envie de terminer sur ce que Jérémy a dit dans le sens où il faut être stratégique. Je vous dis ça parce qu'il y a vraiment une polémique actuellement très, très forte autour de l'approvisionnement plus sécuritaire. Vous avez vu, il y a même eu une motion au Parlement qui a été démise cette semaine d'arrêter tout le financement au programme d'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, oui, il y a des limitations. Vous l'avez vu avec Jérémy, ils sont encore obligés d'acheter sur le marché illicite. C'est pas ce qu'on souhaite. Vous l'avez vu avec le modèle médical, qui est le modèle canadien actuellement. Il y a des limitations aussi. Je vous dis ça, toutes ces limitations-là, on vous les dit parce qu'on est dans un public de personnes converties. Mais en attendant, c'est tout ce qu'on a. Alors, en attendant, il faut quand même que ces choses-là puissent continuer d'augmenter et d'ici à ce qu'on puisse légaliser. Merci. Alors, merci beaucoup, Jérémy Carlicum, pour cette excellente présentation. Merci beaucoup, Dr. Goyer. C'est très, très apprécié de partager cette expérience avec nous.